Je suis Thierry Verdier, je suis directeur de l'école, je suis architecte de formation, j'ai longtemps eu une agence, même deux d'ailleurs, et par ailleurs, donc, je suis enseignant, plutôt spécialiste dans les questions de patrimoine. Voilà, vous savez tout sur moi, maintenant on va parler de l'archi. Donc l'architecture, c'est d'abord un très très beau métier, qui, comme vous le savez, eh bien, attire de plus en plus de personnes. C'est pourquoi l'accès aux études d'architecture est assez compliqué, parce que le nombre de candidats est absolument colossal par rapport aux capacités d'accueil de l'école. Donc on va tout de suite parler de chiffres, pour vous angoisser, puis après ça on parlera de fond. Eh bien, nous avons à peu près chaque année 3200 candidats qui se présentent pour l'entrée à l'école de Montpellier. C'est l'école la plus demandée en France, pour des multiples raisons. D'une part parce qu'on a un beau climat, mais plus intéressamment parce que l'école d'architecture de Montpellier est une bonne école qui a l'avantage de former à un métier. Et les étudiants qui passent par l'école de Montpellier ont la chance, lorsqu'ils sont architectes, d'avoir immédiatement du travail. Donc ça compte, ça signifie qu'on est dans un monde qui est plein de concurrence, mais dans lequel finalement la pertinence et surtout la perfection d'une formation permet d'acquérir toutes les bases, à la fois du savoir et en même temps de la pensée qui génère des belles architectures et peut-être même le monde dans lequel vous vivrez demain, que je ne connaîtrai peut-être pas d'ailleurs. Donc 110 candidats qui seront sélectionnés de la manière suivante, on y reviendra, et tout à l'heure viendra se joindre à moi dans l'amphithéâtre Madame Caraviglio, qui est responsable de la pédagogie dans l'école, et qui pourra répondre à vos questions plus techniques concernant Parcoursup, cette espèce de machine infernale et complexe qui file des angoisses à tout le monde, y compris à nous-mêmes. Et puis vous évoquera bien évidemment les façons avec lesquelles il faut être capable de monter un dossier pour avoir une chance d'être retenu dans l'école de Montpellier, sachant que, j'espère pour vous, eh bien vous ne faites pas simplement une candidature sur Montpellier, vous en faites aussi par ailleurs. Toutes les écoles sont distinctes, toutes les écoles d'architecture en France, il y en a une vingtaine, ont des particularités, ont des spécialités, et finalement donc n'offrent pas exactement les mêmes cadres de formation, si ce n'est que toute la formation architecturale tourne autour d'une notion, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est celle de projet, un projet au sens de porter hors de soi-même une idée, un concept et une expression, disons, sous forme de signes, d'éléments qui font partie du sens de la vie. Ça, c'est le point principal. Donc, une sélection qui est sévère, mais une sélection qui s'opère à partir d'informations que vous donnez dans vos dossiers scolaires, sur Parcoursup, que ce soit des résultats, des bons résultats, dans vos années de lycée, donc de première et de terminale, tout au moins jusqu'au second trimestre. Et puis, un élément très important pour nous, qui est la lettre de motivation, c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Cette lettre de motivation, donc vous imaginez qu'elle est importante parce que c'est le seul élément qui nous permet d'avoir une vision sensible de vous-même et non pas simplement donc, des graphiques ou bien des... Merci. Ou bien simplement donc, des tableaux Excel avec des moyennes et puis des coefficients. Cette lettre de motivation, elle est importante non seulement parce qu'elle permet d'avoir cette vision sensible de vous-même, comme je viens de vous le dire, mais en même temps, elle nous permet de voir si vous êtes totalement investi dans cette mission qui est complexe, qui est celle du milieu d'architecte, de ce milieu et de ce monde d'ailleurs. Et par ailleurs, cette lettre de motivation, elle nous permet aussi de juger vos qualités d'expression, votre maîtrise de la langue française. Les cours ici ont lieu en français, sauf dans le cadre des formations spécialisées de master, où vous aurez quelques cours en anglais, et puis pour les personnes qui font le double diplôme franco-espagnol en espagnol. Et sinon, les cours sont en français. Et par conséquent, si on demande si vous avez une maîtrise du français très convenable, je vous lirai aussi tout à l'heure une lettre de motivation faite avec ChatGPT. Et vous verrez que, d'une part, donc, on a des logiciels qui nous permettent de savoir ce qui vient de ChatGPT. Et puis, d'autre part, on n'est pas dupe. Et on est dans la même génération, enfin pas la même génération, mais en tout cas dans le même temps que l'autre, et on arrive à comprendre ce que signifie finalement une lettre qui est faite par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui d'ailleurs sera très présente dans le monde de l'architecture, de son établement. Donc première information, pourquoi l'architecture? Je vous ai mis sous les yeux deux images qui représentent une petite école construite dans un tout petit village. Un projet qui est important par son échelle, tout simplement parce que les jeunes gens qui ont réalisé ça, c'est une très jeune équipe, architectes qui ont fait plus de 30 ans. Ils ont été lauréats d'un écart d'argent, c'est-à-dire une reconnaissance officielle, nationale, sur la qualité d'une construction publique. Dans cette architecture, vous voyez que c'est important pour nous, c'est de se dire que finalement, être architecte, c'est capable de parler, donc, d'écrire dans une architecture, dans une expression qui est construite,
construire ou parler de choses simples. C'est quoi une école? Est-ce qu'on peut donc encore penser que l'école a pour mission d'élever les citoyens, de leur permettre non pas des éco-citoyens, mais au contraire des personnes totalement engagées dans une vision qui serait le partage, qui serait le savoir, qui serait ce bonheur de la connaissance, qui représente à peu près ce que doit être l'éducation nationale et ce qu'on continue à développer. Vous savez que l'architecture est publique, c'est pour ça que les frais d'inscription sont faibles. Vous avez énormément de moyens pour essayer, à la limite d'autres budgets, pour essayer de réussir. Donc, pourquoi l'architecture? C'est la première question que vous vous posiez, tous lycéens ici, ou peut-être jeunes étudiants qui passent pour la deuxième fois qu'on peut entrer en école d'architecture. Pourquoi l'architecture? C'est aller chercher au fin fond de vous-même ce qui vous a permis de vous dire qu'un jour vous pourriez être architecte. Architecte, c'est le plus beau métier qui soit. C'est le plus beau. Je ne dis pas parce que je suis architecte, hein, je le dis parce que je le pense. C'est le plus beau métier qui soit, tout simplement parce que l'architecte, c'est celui qui va réussir à donner une expression bâtie au rêve de tout le monde. Vous verrez tout à l'heure, j'en reparlerai. Je ne pense pas que l'architecture soit simplement l'expression d'un rêve. En tout cas, l'architecture est nécessairement l'expression d'une part de soi-même qu'on donne à autrui. Et donc, penser l'école, c'est penser cela. L'autre élément important qui fait que l'architecture est une belle mission et que le métier d'architecte est merveilleux, c'est que l'architecte est obligé, en tant que chef d'orchestre, si vous voulez, dans la maîtrise d'œuvre, il est obligé de gérer des complexités multiples qui vont aussi bien contre la maîtrise technique des ambiances, par exemple, des principes de construction, de résistance des matériaux, de calcul de charge, etc. Mais en même temps, il doit être un peu sociologue, comme je viens de vous le dire, on construit pour les autres. Il doit être évidemment marqué par un esprit pour être la culture du beau, une architecture abominable, ça fait du mal à tout le monde, ça démolit un petit peu les centres urbains, les périphéries. Il suffit de voir la façon avec laquelle l'étalement urbain, la prolifération dramatique des lotissements a complètement détruit nos espaces de vie et surtout donc, nos espaces périurbains. Et aujourd'hui, peut-être que le monde actuel en crise est aussi une expression de tout cela. Par conséquent, donc, il est sociologue, il est humain, il est sensible, il a cette culture du beau, et puis surtout, donc, il est capable de projeter. C'est-à-dire que tout ce qui a été construit par le passé participe d'une sorte d'immense inventaire, et celui qui correspond à peu près à un corpus de référence. On ne bâtit pas par rapport à rien, on ne construit pas par tabula rasa, on ne fait pas abstraction de ce qui existe, au contraire, on s'inscrit dans une longue lignée qui débute dans l'Antiquité avec des monuments importants, des hommes importants, et surtout on construit à toutes les échelles. En histoire de l'architecture, pour ceux qui en ont fait un petit peu, vous apprenez bien évidemment souvent la construction d'excellence. Vous voyez des architectes plus talentueux, des hommes qui par le passé, du Bernin, de Borromini, de Mansart, de Corbusier, etc., des architectes qui ont laissé des œuvres exceptionnelles. Mais il faut savoir que 90% de la production n'est pas exceptionnelle. Il y a assez peu de génie dans l'école d'architecture, il y a assez peu de génie parmi les enseignants, et il y a assez peu de génie en général dans le monde. Par conséquent, donc, vous devrez faire modestement ce qui est le meilleur de vous-même pour des générations à venir. Donc tout ça, c'est le premier élément. Donc pourquoi? Ça signifie que lorsque vous vous intéressez à l'architecture et que vous dites pourquoi je vais être architecte, des tas de facteurs peuvent arriver à l'horizon de votre esprit, peuvent arriver devant votre page blanche lorsque vous rédigez votre petit texte. Ça peut être des choses très distinctes, ça peut être le bonheur d'une promenade, ça peut être effectivement, comme simplement une référence sur Crash Bandicoot, sur Assassin's Creed, sur ce que vous voulez, sur Prince of Persia, dans sa nouvelle version. Ça peut être cela, ça peut être aussi donc, une simple promenade, ça peut être le souvenir d'une enfance partagée avec des grands-parents qui vivaient à la campagne, une maison modeste. Ça peut être pour les plus chanceux, qui ont la chance d'avoir vécu 20 ans dans un palais oriental au fin fond du Qatar. Mais bon, je ne sais pas pour qui. Et par conséquent, ça peut être tout cela. C'est finalement des histoires personnelles. Et cette logique de l'histoire personnelle, c'est ce qui vous permettra d'exister en école. Vous le rencontrerez tout à l'heure, puisque vous aurez l'occasion de vous voir dans l'école, de faire des promenades, une visite complète d'une partie des espaces de l'école. Vous serez accompagné par les étudiants, parce qu'ils sont très très présents dans l'école. C'est eux qui tiennent l'école, hein. On est là pour eux, et c'est eux qui finalement ont les rênes de l'école. Nous, on est là pour les aider, pour soutenir financièrement leurs projets. Vous en verrez toute une série. Et bien évidemment, donc, les étudiants vous raconteront cette façon avec laquelle ils ont réussi à passer finalement cette étape assez magique, qui est celle d'un rêve, d'une idée, d'un plaisir d'enfant, d'un souvenir, d'une sorte de discours simple sur des objets un petit peu quelconques, vers quelque chose qui serait la dignité du faire et de la pratique.
Tout ça, ils vous le raconteront avec d'autres Européens, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Et finalement, donc, ils auront peut-être une immédiateté de parole que je n'ai pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un petit peu tout ça. Et c'est surtout pas ce que vous voyez en haut à droite de l'image, ces espèces de fausses architectures réalisées avec des logiciels que vous trouvez en ligne sur Internet, qui permettent de continuer à promouvoir la médiocrité. Et donc, tout ça aussi, c'est important. L'architecture, c'est quoi aussi, comme je viens de vous le dire? C'est des histoires personnelles, mais c'est aussi des grandes aventures. Quand vous êtes jeune, quand vous avez la chance de bouger, quand vous avez la chance de voyager, quand vous avez la chance aussi de vous promener, peut-être de surfer sur Internet, j'espère que vous le faites tous, et pas uniquement sur cette abomination qui s'appelle TikTok, et bien vous avez la possibilité finalement de découvrir à travers le monde. On n'a jamais été si près de l'autre, en même temps on ne le voit pas. Donc tout ça, je pense que vous avez conscience aussi que vous construisez un répertoire de référence, ce que j'appelle tout à l'heure le corpus, qui vous permettent d'évoluer comme ça, et bien dans une sorte d'univers qui est infini. Et justement, parce qu'il est infini, il nous raconte toutes les possibles du monde. Les possibles du monde, c'est pas simplement une belle architecture à l'autre bout du monde, c'est pas simplement une belle cathédrale gothique que vous avez là, c'est aussi des petits gestes simples qui font qu'il n'existe pas de part dans le monde où il n'y a pas une architecture qui nous bouleverse. On a tous des souvenirs, je pense, de visites que l'on a pu opérer à droite ou à gauche. Vous avez visité, par exemple, je sais pas, l'église San Francisco de Sienne, le couvent de la Tourette, et à chaque fois, lorsque vous avez visité ces lieux, lorsque vous avez vu ces volumes enfermés, ces grands livres, que sont les architectures qui enferment donc des expressions, vous avez tous eu des chocs, des émotions, des pleurs, et moi-même, je ne suis pas différent de vous, lorsque j'ai visité certains bâtiments, j'ai envie de pleurer tellement c'était beau. C'est ça aussi qui nous fait rêver, c'est ça qui nous fait penser que lorsqu'on entre en architecture, on aimerait participer à cette grande histoire, qui peut être celle de l'architecture gothique, qui peut être celle d'une architecture liée aux infrastructures. Je vous ai présenté le pont de Millau, pourquoi? Parce que le pont de Millau, effectivement, c'est une architecture dans laquelle se relie un architecte et un ingénieur, vous le connaissez sûrement, et vous avez peut-être pris le pont de Millau. Il y a une chose, par exemple, qui prouve que l'architecte est là. En prenant le pont de Millau sur ces 2,5 km de pente, vous avez remarqué une chose, c'est qu'il n'y a pas de joint de dilatation. C'est-à-dire qu'en 2,5 km, en quelques minutes, au lieu d'avoir le caractère saccadé d'un voyage sur autoroute, vous êtes suspendu dans le vide, comme ça, un petit peu merveilleux. Ça, c'est l'architecte qui propose. Bien évidemment, il faut ensuite une ingénierie technique pour y arriver. En tout cas, c'est cette part du rêve qui est partout présente, qui vous fait exister. Je vous parle de ça tout simplement parce que le pont, le franchissement, le fait de relier deux points qui n'étaient pas liés naturellement, c'est aussi ce que vous apprendrez à faire, et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'un trait que vous dessinerez sur votre papier, c'est pas simplement un trait, c'est 1 tonne, c'est 10 tonnes, c'est un porte-à-faux, etc. Et cette conscience de la matière, il faut l'avoir très vite au fond de vous-même. Mais l'architecture, c'est bien évidemment transformer dans le réel ce à quoi vous pensez. C'est pour ça que j'ai mis une photo de chantier. Le chantier, ce sera votre quotidien. Aujourd'hui, on sait que le monde du bâtiment va pas très très bien. D'une part, les coûts d'approvisionnement en matières premières, en fluides, etc. ont colossalement augmenté, vous le savez. Aujourd'hui, les coûts de construction ont pratiquement augmenté de 20-30% selon les filières. C'est colossal. Ça signifie que le bâtiment doit se relancer autrement, doit être peut-être plus économe, et doit peut-être réfléchir sur la façon avec laquelle on doit s'orienter vers quelque chose qu'on pourrait appeler une sorte de vertu constructive, qui est celle de penser l'économie dans un monde durable pour des sociétés qui, de toute façon, vivront dans une certaine pénurie. Mais le chantier, s'il est merveilleux, ça fait rien de plus beau que d'être sur un chantier, par les artisans, d'avoir une entreprise, d'avoir cette même langue qui fait que lorsqu'on utilise un terme, il est compris par toute l'équipe qui est autour de vous, mais le chantier, c'est un monde difficile. Vous savez peut-être qu'en France, par an, il y a un mort par jour sur un chantier. Donc ça veut dire que ce n'est pas une action neutre, ça veut dire que tout cela aussi, il faut l'avoir en tête. C'était bien pire avant, et avant, vous le savez certainement, lorsqu'on faisait des plans, par exemple, pour des barrages ou pour des ponts, on savait déjà le nombre de morts qu'il y aurait à la fin du chantier. C'est 7% d'eau. Donc on a fait les efforts dans tout cela, mais ça signifie que cette part humaine, c'est vous qui la porterez. Et dans la mesure où vous serez responsable de tout, en tant qu'architecte, il faut que vous ayez cette conscience que finalement, le moindre geste que vous ferez, le moindre dessin que vous produirez, la moindre intention constructive que vous mettrez en action, il aura des répercussions. Il aura des répercussions, bien sûr, sur le beau de l'œuvre, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais il aura aussi une répercussion sur l'immédiat du chantier, qui est un temps court, dans lequel les exigences de production vous poussent effectivement à une certaine effervescence. Et puis l'autre image que j'ai présentée, c'est bien évidemment Notre-Dame de Paris.
Pourquoi je présente ça? Parce qu'elle a brûlé, enfin, sa charpente a brûlé, simplement parce que Notre-Dame de Paris, c'est une occasion assez extraordinaire en France de voir se réunir sur un projet qui, comme vous le savez, a obtenu beaucoup de subventions, et bien de voir se réunir donc tous les corps de métier, tous les savoir-faire français sont là. On a une entreprise qui vient de toute la France qui travaille sur la restauration de la charpente et puis d'une grande partie de la statuaire de Notre-Dame de Paris. Et c'est un moment important. Je pense que vous avez certainement regardé des vidéos sur ce chantier, vous avez certainement regardé ce que proposait Villeneuve, l'architecte en chef de la construction, et vous avez remarqué la façon avec laquelle, eh bien, le chantier Notre-Dame de Paris, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu ce monde des communautés du bâtiment, ce monde des corporations de métiers qui ont besoin d'être ensemble, qui ont besoin d'échanger, et qui font que finalement, il y a cet énorme patrimoine qui s'est construit jour après jour dans l'apprentissage et dans la transmission de quelques techniques simples, doit toujours exister, tout simplement parce que même si la cathédrale de Paris est une construction donc, du Moyen-Âge et puis remaniée au XIXe siècle, la cathédrale de Paris, c'est finalement, donc pour vous, l'occasion de vous dire que ce chantier est infini. De la même manière que vos projets seront toujours remis en cause, et bien Notre-Dame de Paris, c'est cette grande tradition qu'il faut avoir. C'est une image, c'est pas grand-chose, mais c'est important, tout simplement parce que les architectures, pour qu'elles existent, il faut qu'elles soient habitées. On ne va pas construire des toits de vie, on ne va pas construire des beaux objets qu'on fasse qu'on n'attende pas, ou bien au fin fond du désert, mais on construira des lieux qui seront habités, et une fois qu'ils seront habités, ils ne vous appartiendront plus. Et s'ils sont habités avec affection, mais cette fois-ci, on pourra penser que vous avez réussi votre métier. Tout ça, il faut l'avoir un peu en tête, sachant que la dernière image, c'est bien évidemment lié à la pollution des villes. Et ça se permet d'en parler, je pense qu'il y a des questions de transition environnementale, vous devez les connaître. Autre élément donc important, l'architecture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un art de la dépossession, puisqu'on donne à autrui ce qu'on essaie de faire du mieux possible. Un art de la dépossession qui signifie que l'architecte, eh bien, dans cette part d'humanité, qui construit finalement donc, son métier, doit penser non seulement à l'autre, mais au plus simple. Dans un monde où finalement, eh bien, on voit la pauvreté réapparaître, dans un monde où on voit partout, eh bien, une sorte de désintérêt vis-à-vis de ce qu'on ne veut pas regarder, ce sont les SDF, ce sont les sans-abri, ce sont les migrants, ce sont les populations en mobilité. Il est évident que l'architecte a un grand rôle à jouer. Pour terminer sur ce pourquoi, vous avez bien compris, ce qui m'importe dans ce que vous allez présenter, eh bien, c'est cet engagement. On n'est pas architecte sans engagement, et d'ailleurs, pour ceux qui intégreront l'école, vous en rendront compte, eh bien, cet engagement, il est particulièrement fatigant parce que les études sont courtes, mais elles sont très très denses, elles ne sont pas assez longues à mon avis, mais c'est comme ça, la loi nous oblige à avoir un temps de formation assez bref, mais ça signifie qu'il faut faire beaucoup de choses en peu de temps, il faut venir ici pour aimer travailler. Je ne vous dirai pas, les étudiants vous le diront, le nombre d'heures que vous passerez sur vos projets, sur vos cours, sur vos lectures, sur vos visites de chantier, sur vos voyages pédagogiques, c'est colossal. Mais c'est effectivement une astreinte qui finalement devient une passion. Pour ma part, je travaille encore ce matin à 5 heures sur le projet. Donc, il faut penser que finalement, c'est ce qui va vous porter toute votre vie. Et donc, si vous pensez rentrer dans un monde qui est celui d'une sorte de logique administrative, avec un début de travail à 9 heures et une fin à 16 heures, c'est foutu. Vous n'êtes pas dans la bonne école et vous n'y arriverez pas. Pourquoi Montpellier? Deuxième question, parce que là aussi, dans vos lettres de motivation, puisque vous ferez pour toutes les écoles dans lesquelles vous vous présenterez, eh bien, il faut vous expliquer pourquoi vous venez à Montpellier ou à l'école de Montpellier. On a régulièrement dans la lettre de motivation des courriers qui nous disent « J'ai choisi l'école de Marseille parce que si, parce que cela. » Mais ici, c'est Montpellier, ça s'appelle Montpellier. Donc, faites attention quand vous reprendrez vos courriers, de faire en sorte que les motivations soient adaptées eh bien, au lieu qui vous intéresse vraiment. Parce que tout simplement, ça nous importe aussi de savoir pourquoi vous voulez venir ici, puisque comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de candidats. Montpellier, c'est la place de la Comédie, une place en transformation. Je ne rentre pas en détail, je pense que vous avez vu tous les projets qui sont portés. C'est quoi une agora? C'est quoi un espace public? C'est quoi un espace partagé? Est-ce que c'est simplement le lieu dans lequel des cafetiers vont se faire beaucoup d'argent en vous vendant 5 € un café? Ou est-ce qu'au contraire, une place publique, c'est le lieu dans lequel eh bien, vous vous sentirez heureux et vous irez manifester pour des causes nobles, ou bien défendre peut-être des victoires, je ne sais pas quelle équipe de foot ou je ne sais quoi, je ne sais pas d'accord. Mais Montpellier, c'est aussi ça. Montpellier, c'est finalement un territoire fragile. On sait qu'on est touché par la submersion marine, par le relevé des traits de côte, par le réchauffement climatique, qui fait que la mer va avancer, qui fait que ces beaux territoires lagunaires que vous connaissez, qu'il faut que ces constructions donc, qui semblaient immémoriales vont finalement être pensées différemment, vécues différemment, peut-être même disparaître.
Ça veut dire qu'il faut penser à tout cela, et peut-être que si vous choisissez Montpellier, c'est parce que vous êtes intéressé par cette logique un petit peu pré-tropicale, qui sera celle du Montpellier dans 20 ans, ou en 2050 déjà, lorsqu'effectivement donc, les territoires ont changé. Montpellier, c'est aussi un lieu dans lequel des architectures assez exceptionnelles se mettent en place. On n'est pas nécessairement favorable à l'idée que l'architecte doit construire, comme je vous l'ai dit, des beaux objets isolés. Hein, le tel objet, le cadavre exquis, comme ça qu'on vient poser la porte de tout. On n'était pas favorable à cela, mais l'intérêt, c'est que finalement, la commande publique à Montpellier était tellement puissante, la commande privée à travers la promotion l'était aussi tellement, on a la chance de pouvoir, en un seul lieu, visiter beaucoup de choses, avoir beaucoup d'expériences. Tout n'est peut-être pas réussi, on sait très bien qu'il y a des objets qui ne seront jamais beaux. Souvenez-vous de ce que disait Jean Nouvel, que vous devez connaître, l'architecte qui a fait notamment la mairie de Montpellier. Jean Nouvel disait, en architecture, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il y a une grosse différence, par exemple, entre un métier de chirurgien et un métier d'architecte. Si le chirurgien a la chance de pouvoir enterrer ses erreurs, en architecture, c'est plus difficile. Donc, il faut bien que tout ça, ça compte. Et puis, par ailleurs, eh bien, c'est aussi un arrière-pays ouvert. Je vous ai montré depuis que Saint-Loup, la Garrigue, si vous voulez. C'est aussi cela. C'est aussi des petites traditions que vous porterez. Et d'ailleurs, on a toute une équipe en master qui s'occupe précisément de l'arrière-pays. Et puis, l'école de Montpellier, c'est aussi ça, sa tradition. Je n'ai pas retrouvé une photo du gala. Le gala d'archi, c'est un grand événement. C'est pas parce que les architectes viennent faire la fête pour pouvoir se bourrer la gueule. Les écoles d'architecture sont des lieux dans lesquels on travaille tellement qu'on a besoin, non pas de soupape, mais de moments dans lesquels, justement, cet esprit de la communauté s'exprime autrement. Vous le verrez dans l'école, qui reste souvent ouvert la nuit, lorsqu'il y a des projets, etc., que les gens puissent travailler ensemble. Eh bien, on a un moment qui est un petit peu important, au-delà de ce travail quotidien, astreignant, fatigant, stressant. Eh bien, c'est un moment pendant lequel, eh bien, hors de toute contrainte, dans les limites de l'acceptable, hein, hors de toute contrainte, on peut peut-être échanger autrement avec l'autre, et on sait très bien que c'est lorsqu'on commence à être capable de toucher l'autre, de lui parler, de sentir ce qu'il est, etc., que peut-être on devient un peu plus humain, où on sort de cette machine à fabriquer l'architecture qui finalement est propre des écoles. Et enfin, pourquoi moi? Pourquoi vous voulez venir en école d'architecture? Et comme je viens de vous le dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en valeur. À la fois, vous pouvez aimer le dessin, vous pouvez être un fanatique de culture. N'oubliez pas qu'un architecte, comme je viens de vous le dire, puisqu'il a cette responsabilité de maîtriser comme un chef d'orchestre, eh bien, toute une équipe. L'architecte, c'est celui qui reste un intellectuel, qui est avant tout un homme cultivé, un homme ou une femme. Quand je dis homme, ne prenez pas ça. D'ailleurs, en architecture, on dit un architecte, une architecte. Hein, il n'y a pas de question de parité. D'ailleurs, on a plus de femmes étudiantes à l'époque que de garçons. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que ça aussi, ça oriente l'architecture vers une dimension qui m'importe assez. Et donc, oui, être architecte, c'est effectivement, donc, pour être étudiant, c'est avoir des compétences en dessin, avoir une culture, comme je viens de vous le dire. Je pense que vous lisez, je pense que vous allez au cinéma, vous vous intéressez à la danse contemporaine, vous savez ce qui se passe dans le monde contemporain. Lorsqu'on vous dit le nom d'un philosophe, vous pouvez être ce qu'il a fait. Et évidemment, vous ne serez pas des spécialistes de sociologie, vous ne serez pas des spécialistes des savoirs les plus complexes, hein, justement de la pensée complexe avec Karl Morin, par exemple, mais vous aurez en tout cas cette capacité à comprendre. En école d'architecture, que ce soit par le projet, que ce soit par la découverte de bâtiments, que ce soit simplement dans les cours d'histoire, vous apprendrez peu à peu à pénétrer la pensée d'autrui. Le danger, c'est qu'il ne faut pas aller trop loin, vous n'êtes pas autoritaire, vous ne serez pas des dictateurs qui imposeront des choses, mais vous pénétrez la pensée d'autrui, c'est-à-dire serez capable un peu de comprendre ce qu'a dit tel ou tel personnage, pourquoi il a fait tel ou tel dessin, pourquoi telle peinture est importante. Voyons en face à Bruxelles, c'est ça qui importe. Donc, vous verrez des œuvres d'art, des peintures, des œuvres contemporaines, et tout ça, ça vous construira. Et pensez bien que l'architecture, c'est pas simplement le fait constructif, c'est tout le reste. Et si vous n'avez aucune culture, si vous n'intéressez absolument pas à la lecture, si vous ne savez pas si Balzac est mort en 1850 ou en 1620, il y a un souci. Et bien évidemment, donc, vous serez amené à parler comme cela, parce que tous ces auteurs, ces philosophes, ces écrivains, ces cinéastes, ces décorateurs ont tous une expression écrite à moi de leur vie, une expression filmée parfois, qui justement donc vous construira. Et c'est cette somme de savoir qui est importante. Je vais vous dire, la semaine dernière, j'ai passé les oraux de rattrapage des étudiants de première année. Quand on n'a pas 6 en culture générale, on ne passe pas en deuxième année. Les 3 étudiants qui sont passés en exposé oral la semaine dernière n'ont pas eu 6. Donc pour dire que la culture est importante, et on sera intransigeant là-dessus.
Pourquoi moi? C'est aussi, donc, au-delà de ce qu'il faut connaître, c'est aussi se projeter dans, finalement, donc, toutes les images que vous avez en dessous enfin, sur l'image et puis en dessous de la grande image principale, c'est finalement donc aimer le chantier de restauration, là vous voyez sur l'image de gauche, c'est aimer la restitution ou la compréhension des systèmes complexes de couvrement, comme les charpentes. C'est aussi donc s'intéresser aux architectures du bout du monde. En bas à droite sur l'image, vous reconnaissez certainement un bâtiment de l'école qui se trouve au Burkina Faso de Francis Quiré. Francis Quiré, je vous le rappelle, c'est le Pritzker, qui est dans une nouvelle, hein. Le Pritzker de l'année dernière, un architecte burkinabé, qui fait pour un coût très modeste des constructions absolument remarquables. C'est une école, vous pensez bien qu'une école au Burkina Faso, ça a du sens, tout simplement parce que la quête du savoir et l'apprentissage, que vous avez, vous, avec beaucoup de chance, la possibilité de faire en Europe, et bien d'autres régions du monde où c'est plus complexe. Donc il y a vécu 15 ans en Afrique, je peux vous dire que c'est important. Et puis bon, c'est aussi des bidonvilles, la résorption des habitats précaires, la construction de logements dignes, tout ça, c'est pour ça. Ça peut être ça. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, vous pouvez me présenter un an simplement, c'est tel cas, mais quoi qu'il en soit, tout ça est pour le raconter. Donc l'école d'architecture, pour en revenir à ce qui vous intéresse, donc c'est préalable de la motivation. Le deuxième point, une école d'architecture comme celle de Montpellier, elle a effectivement un cadre de formation, et puis finalement, il y a des exigences en termes de réussite et en termes de connaissances. Donc, vous le savez, mais ça vous sera expliqué 10 fois, le système des études d'architecture, il est, depuis la déclaration de Bologne, eh bien, identique pour toute l'Europe, hein, ce qu'on appelle le LMD, licence, master, doctorat, 3 ans de licence, 2 ans pour le master, 3 ans pour le doctorat. Tous les étudiants d'architecture ne font pas un doctorat, ils sont même assez peu nombreux à vrai dire, mais il n'empêche que la structure est celle-ci. Ça signifie que pendant un premier cycle d'études, pendant la licence, vous apprendrez à être compétent en architecture. Vous connaîtrez tout ce qui vous permet d'être architecte, en même temps, tout au moins d'en faire à travers des savoirs qui sont mathématiques, techniques, historiques, sociologiques, urbains, bien évidemment en termes de représentation, et bien évidemment dans une expression globale, qui est le projet, hein, sur lequel je reviendrai dans 5 minutes. Donc ça, on estime qu'au bout de 3 ans, c'est acquis. Et on ne reviendra pas dessus, le niveau est là. À Montpellier, le niveau en fin de licence est plutôt bon, puisque nos étudiants eh bien, réussissent assez bien par la suite. Mais il y a une chose que vous avez tous en tête, c'est par rapport à ce que vous avez connu au lycée ou au collège, nous, on n'a plus des enseignements qui sont sectorisés par rapport à un cours de maths, un cours de français, un cours de langue. Vous aurez des enseignements qui sont liés à des disciplines plus globales, qui obligent finalement à sortir de cette logique de 1 heure de cours égale 1 élément de savoir. Vous aurez l'obligation de croiser toutes ces informations pour les mettre en pratique dans une œuvre au sens plus noble, parce que même un petit dessin pour une petite cabane, vous les verrez là, vous étiez en 2e année, il y a faire des cabanes, même pour une petite cabane, il y a déjà beaucoup de savoir, il y a beaucoup de relations à ce qu'est l'œuvre, l'œuvre au sens de Maupassant, de Balzac. Ça c'est le premier cycle, on a ces savoirs fondamentaux qui sont acquis. Le deuxième cycle master, à l'école de Montpellier, comme partout ailleurs, il est organisé par rapport à ce qu'on appelle des domaines d'études. Des domaines d'études, c'est des regroupements d'architectes, d'ingénieurs, de personnes qui viennent d'autres départements, l'art plastique, l'histoire, la socio, l'urbain, la technique, qui se retrouvent donc autour d'une thématique. Aujourd'hui, on a 6 à 7 domaines d'études, ça dépend comment on les comprend, parce qu'elles sont longues, elles sont courtes, et on est en train de s'orienter vers des domaines d'études qui, de plus en plus, donc, permettront non pas de spécialiser les architectes qui sortiront d'ici, mais au contraire, de leur donner plus d'aisance subtile sur un sujet. On est précis quand on est subtil, et quand on est subtil, on devient grandiose. Par conséquent, on a cette logique. Les inscriptions sont libres, les étudiants qui s'inscrivent en master ne sont pas tous issus de Montpellier, les autres en viennent d'ailleurs, d'autres écoles françaises. Eh bien, cette inscription en master ne contraint pas pendant 2 années, mais vous amène en tout cas à travailler avec un groupe de profs, puis aussi de tuteurs et étudiants qui vous soutiennent, qui vous portent dans une dynamique, sachant qu'il y a 3 éléments qui viennent croiser un petit peu ces domaines d'études. Le premier, c'est les axes de travail du conseil d'administration. Le premier de ces thèmes, c'est ce qu'on pourrait appeler l'existant. On travaille sur l'existant, on travaille assez peu sur la Lune, donc on travaille sur l'existant. Deuxième point, donc, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle la santé globale. Aujourd'hui, l'architecte qui a une mission presque sacerdotale, eh bien, de devoir effectivement penser la santé en termes global, que ce soit donc
l'habitat pour les seniors, que ce soit pour la conjonction des générations, que ce soit bien évidemment pour les qualités d'ambiance et d'air, que ce soit pour les contraintes thermiques ou environnementales. Il y a cette question de la santé qui est partout présente, hein, qui est très très liée bien évidemment à toutes les questions environnementales, toutes les questions liées au réchauffement climatique que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis le troisième axe à Montpellier concerne donc ce qu'on pourrait appeler la méridionalité, qui est pas un mot très beau, une sorte de néologisme assez mal formé. Grosso modo, nous sommes dans le Midi, nous avons la chance d'avoir un climat particulier, d'avoir des territoires particuliers, et bien évidemment, on ne fait pas abstraction. Et le climat particulier ou le territoire particulier, c'est pas simplement la bande littorale que j'ai présentée tout à l'heure, c'est aussi l'arrière-pays, c'est aussi un territoire qui est à la fois très agricole, un temps très urbain, c'est une opposition entre des villes qui se veulent métropoles et puis les territoires qui ont gardé finalement une âme un petit peu villageoise qui nous intéresse. C'est un territoire dans lequel la paysannerie, la petite entreprise a encore une grande valeur, et tout ça, donc, ça fait partie d'un troisième domaine d'études. Vous comprenez bien que ça ne couvre pas tout, mais enfin, pas un domaine d'études, un axe de travail. Donc, vous comprenez bien que les domaines d'études, il faudra ensuite voir qui nous intéresse pour arriver finalement au diplôme d'architecte, diplôme d'État, et ensuite, vous aurez une année supplémentaire pour ceux qui le souhaitent, ce qu'on appelle la HMONP, c'est la barbarie abominable, cet acronyme lettré, ça veut dire l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Grosso modo, ça peut être une sorte de licence d'exercice, c'est-à-dire qu'une 6e année d'études, que vous ne faites pas nécessairement après vos études, vous pouvez le faire plus tard, eh bien, vous permet d'avoir la possibilité ou même le droit de vous inscrire à l'ordre et donc de signer des plans. Auparavant, vous pouvez travailler en agent, vous pouvez passer concours administratif, vous pouvez devenir architecte des bâtiments de France, etc. Mais vous n'aurez pas la possibilité de signer en votre nom propre des projets. Parce qu'on estime qu'il faut d'autres compétences liées à des questions réglementaires, des questions de responsabilité en termes d'assurance, et des questions, bien évidemment, d'une maîtrise plus grande de la gestion du chantier. Donc ça, c'est une année supplémentaire, c'est une sorte de 6e année, et pour ceux qui le souhaitent, comme je viens de vous le dire, il y a le doctorat, et un travail donc, de recherche approfondie sur une thématique. L'élément important dans cette schémage 3-5-8, eh bien, c'est qu'il y a une année possible d'arrêt, de suspension, hein, une césure. À la fin de la 3e année, on offre aux étudiants qui le souhaitent, beaucoup le font, la possibilité d'arrêter dans leurs études pendant une année. Ils sont inscrits ici, donc ils sont couverts par les assurances, en termes de sécu, etc. Les étudiants peuvent partir pour des projets lointains, ou même très proches. Enfin, ils peuvent partir maintenant travailler en agence, ils peuvent partir à l'étranger. Vous les verrez, parce qu'il y a une association qui se coupe un petit peu d'aider les étudiants qui partent à l'étranger, mais enfin, les projets sont importants. Certains ont construit une école en Afrique du Sud, donc on fait des projets de la Thaïlande, d'autres sont partis travailler au Maroc au collège des architectures de terre, etc. Donc des grands projets personnels. Une commission ici accepte et valide ces propositions faites par les étudiants, par les groupes d'étudiants. Et cette année, c'est quelque chose d'assez merveilleux qui rappelle un petit peu ce qu'était ce qu'on appelle le grand tour. Vous voyez, au 18e, 19e siècle, la tradition a été prise en Europe, pour les gens plutôt de bonne famille, de partir un an à la découverte de l'Europe, hein, ce qu'on appelait le grand tour. C'est plutôt les Anglais qui ont commencé à le faire, puis peu à peu ça s'est répandu à travers toute l'Europe. Et ce grand tour, c'était une sorte de grand voyage d'initiative pour découvrir l'autre, pour découvrir l'architecture. Et c'est aussi donc une chose qui vous est offerte pendant cette année de césure, sachant que pendant toute votre scolarité, vous aurez aussi la possibilité de partir dans le cadre de l'échange Erasmus vers d'autres universités en Europe ou ailleurs, avec lesquelles nous avons des partenariats et dans lesquels vous pourrez donc là aussi vous former autrement. Si vous voulez partir à Rome, à Milan, à Sarrebourg, enfin je ne sais plus, c'est Sandrine qui vous donnera tout cela, vous aurez la possibilité pendant vos études d'être accompagné dans le cadre de ce grand programme Erasmus. La différence entre Erasmus et la césure, c'est que Erasmus, vous serez étudiant inscrit dans un cycle d'études à l'étranger, et vous aurez l'obligation de résultats, de rendus, d'examens, etc. Donc ça, c'est le point structurel sur ce enchaînage. Et puis l'autre élément qui importe, c'est, je vous l'ai dit, l'architecture, c'est un art du faire, de la fabrication, faire F-A-I-R-E, de la fabrication, de la construction, et on ne peut pas se permettre de penser que l'enseignement purement académique et presque abstrait hein, que vous aurez ici vous dégage complètement de cette obligation de réussite en maîtrise d'œuvre. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs stages obligatoires, 3 grands stages obligatoires, 2e, 3e, 4e année, et ensuite il y aura des stages longs, c'est possible, il y a plein de stages optionnels que vous pourrez suivre, et ces stages vous permettront à la fois de connaître une première pratique ouvrière. C'est important de savoir qu'un matériau, c'est pas
Comme je vous l'ai dit, un petit point ou un petit trait sur un calque, sur un plan. Un matériau, ça pèse. Tailler une pierre, c'est complexe. Assembler du bois, c'est difficile. Tout ça, il faut que vous l'ayez vécu. Il faut que vous ayez souffert sur un chantier et compris que finalement, ce que vous allez dessiner, et bien derrière, les personnes le mettront en œuvre. Et puis, avec bonheur, j'espère, en tout cas, auront des obligations complexes, difficiles, du quotidien, pour réussir ce que vous avez imaginé. Donc, dès la deuxième année, vous serez confronté à cela. Troisième année, vous aurez un premier stage, plutôt en agence, en maîtrise d'ouvrage. Vous choisirez, tout ça, vous aurez de la formation plus tard. Ça veut dire que vous connaîtrez un petit peu les structures d'agence d'architecture, les structures de maîtrise d'ouvrage publiques ou privées, les organismes de promotion. Vous verrez comment se met en place la logique de la commande dans le cadre du métier d'architecte, qui est un métier libéral, qui, comme son nom l'indique, depuis la Renaissance, est le métier de la liberté, mais le métier qui est aussi fondé sur des obligations, qui d'ailleurs sont rassemblées à travers les principes même de l'ordre des architectes. Et puis le dernier stage que vous ferez en master, vous serez plus grand, vous serez plus mûr, et bien là, vous aurez beaucoup plus de latitude. Et dans l'organisation actuelle de la pédagogie, davantage de temps est laissé aux étudiants pour que précisément ils puissent, comme cela, donc, avoir la maturité qui se met doucement en place dans cette pratique quotidienne. Il y a une chose que vous remarquerez très vite, et c'est là que vos parents seront ravis, une année à l'école d'architecture, vous mûrissez d'un coup. Vous êtes des petits élèves bien gentils, dociles, assez travailleurs, bons élèves d'ailleurs, qui avaient eu des bons résultats. Dans l'école d'architecture, tout va exploser, parce que vous serez confrontés à tellement de choses, pas simplement des profs exigeants et insupportables, vous serez confrontés à tellement d'obligations, il y a de production, de réussite, d'exigence, que bon, le temps aussi de sortir avec des boîtes et autres. Il n'y a pas d'alcool dans l'école, normalement. Donc, normalement, vous restez sobre dans toutes les études, mais vous aurez quand même donc, la possibilité, pendant ces années, de grandir très très vite. On le voit très très bien, vous verrez les étudiants qui vous accueillent aujourd'hui dans l'école, il y en a une 30 à 50, ils s'occupent de tout dans l'école, ils s'occupent de la café, ils s'occupent de l'association sportive, ils s'occupent d'ateliers photo, etc. Ils sont, je trouve, prodigieux. Moi, je suis admiratif de voir comment des jeunes gens qui arrivent ici à 17, 18 ans, et qui ont un an de plus, sont des vrais adultes, qui ont compris à la fois les enjeux de la société, et puis d'autre part l'importance de leur mission. Et bien compris, ce qui importe, c'est cette mission que vous allez avoir en tant qu'étudiant au futur. Alors, quelles sont les grandes disciplines? Ensuite, je vais laisser la parole. En fait, je suis trop long, je vais essayer d'accélérer. Donc, toutes les grandes disciplines, les grands thèmes sur lesquels vous allez travailler. Premier élément, tout ce qui va concerner les arts et les techniques de représentation. En première année, vous ferez pratiquement que du dessin. Vous aurez bien évidemment des formations sur l'outil numérique, vous aurez des formations sur le logiciel 3D, 2D, et puis bien évidemment sur les modulaires. Mais l'idée, c'est quand même que l'architecte s'exprime par le dessin. C'est la langue universelle de l'architecture. Quand vous serez ici, à Pondichéry ou à Shanghai, eh bien, si vous ne maîtrisez pas parfaitement l'hindi ou bien le chinois, vous aurez la possibilité de parler par le dessin. Donc cette langue universelle, il faut que vous la possédiez. Beaucoup d'étudiants que je vois ici dans la journée porte ouverte ou sur leur lettre de motivation nous disent « mais je ne sais pas dessiner ». On vous l'apprend. On est là pour ça, on ne vous demande pas d'être architecte avant d'entrer dans l'école. On vous formera au dessin, il y aura beaucoup de formations. Vous verrez que le dessin, c'est pas simplement donc, être capable de tenir un crayon sans se blesser. Être dessinateur, c'est finalement donc, se dire qu'on peut raconter des choses par le dessin. Soit on peut représenter ce que l'on voit, soit on peut représenter ce à quoi on pense, soit on peut dessiner pour quelqu'un d'autre, parce que cette personne-là en aura besoin sur le chantier, ou le professeur en aura besoin pour comprendre ce que veut dire. Et tout ça, c'est votre registre du dessin, de la représentation, eh bien vous serez suffisamment bien formé pour normalement le maîtriser, d'autant que le dessin d'expression, le dessin d'observation, le dessin donc, contractuel, sont aussi complétés, ces éléments du dessin, eh bien, par des représentations techniques, géométriques. Vous n'avez pas fait beaucoup de géométrie, je le sais, au lycée, c'est un peu dommage, c'est une discipline qui est un peu une discipline en errance dans l'éducation nationale, mais ici, vous ferez beaucoup de géométrie, parce que l'architecture, c'est un art géométrique. Deuxième grand thème qu'il faudra absolument saisir, vous aurez la maîtrise de l'expression graphique, il faudra maintenant la maîtrise de l'expression écrite et parlée. Les architectes, vous le savez, comme moi en ce moment, on parle beaucoup. Souvent, on a un peu creuse et on se reconnaît. Les architectes, on parle tous pareil. On a tous tendance à vouloir mettre plein la vue avec un beau vocabulaire, comme je suis de le faire en ce moment. Et si en plus on a un vocabulaire technique, ça en impose encore davantage.
Mais ce n'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que l'architecte, comme vient de vous le dire, l'étudiant, eh bien, il a cette obligation de communication. À côté de ce qu'il sait faire et dessiner, ce qu'il sait construire et imaginer en termes techniques, il faut qu'il ait cette expression noble d'un métier qui est noble. Il y a peu d'architectes en France, vous êtes dans des pays européens qui ont moins d'architectes par habitant, 40 fois moins qu'en Italie par exemple, 5 fois moins qu'en Allemagne. Donc on est des pays qui ont moins d'architectes par habitant. Par conséquent, eh bien, l'architecte il fait partie de cette de ce caractère supérieur d'une société qui l'oblige finalement donc à être compris de manière excellente. Je ne sais pas si mon expression est excellente aujourd'hui, mais en tout cas, moi je veux que les étudiants aient cette qualité que je n'ai pas, à savoir donc qu'il est capable de dire dans des paroles simples et profondes, eh bien ce à quoi ils pensent et ce qu'ils comprennent. C'est pour cela qu'il faut effectivement lire, regarder, enfin c'est des différentes images, et je pense que vous aurez toutes les images qui sont là, de toute façon. Ce sera des interrogations, ce sont des interrogations que vous aurez dès que vous rentrerez à l'école, parce qu'on vous fera des quiz, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc vous aurez, on testera votre culture plus tard. Troisième élément, c'est effectivement beaucoup de technique. L'architecte, bien sûr, à la différence d'autres pays, il est responsable de ce qu'il fait, mais il n'a pas l'obligation d'avoir toute la culture d'un ingénieur. Certains, dans l'école, choisiront de passer le diplôme d'architecte-ingénieur, celui qu'on partage avec l'école Émile Thalès. Mais quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas ingénieur, vous aurez quand même l'obligation de maîtriser les techniques de construction, les prédimensionnements, les règles statiques, la question des franchissements, l'obligation de connaissance de résistance des matériaux, etc. Tout simplement parce que c'est vous qui êtes responsable au bout du compte. C'est vous qui serez capable de voir si la poutre que vous avez construite, là, qui fait 5 mètres de porte-à-faux, c'est un peu impossible sur une flèche de 30 cm, eh bien, elle ne va pas tomber sur le premier visiteur. C'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui irez donc devant un tribunal, c'est vous qui perdrez tous vos procès un à un parce que vous n'avez pas cette maîtrise. Par conséquent, cette responsabilité est très grande, je l'ai dit. C'est pas parce qu'il y a pas parce qu'il y a des risques sur un chantier, c'est parce qu'il y a une obligation de construire pour longtemps. Vous savez que l'architecture, elle demeure. Les pyramides en Égypte, elles sont toujours là. L'architecture, elle demeure. Ce que vous construirez, eh bien, c'est pas du provisoire. Bien qu'il faudrait peut-être détruire beaucoup de bâtiments qui ont été construits depuis 30 ans, mais ça, c'est une autre histoire. Et par ailleurs, le diplôme d'architecte, vous l'avez pour toujours. Je sais que certains souhaiteraient qu'on puisse retirer le diplôme d'architecte à des architectes non talentueux, mais c'est pas grave, vous l'avez, ce diplôme. Donc vous devez être effectivement maître dans cet art de la construction pour réussir à produire tout ça, que ce soit de l'image réelle ou de l'image inventée. Et puis, un point très important, c'est tout ce qui concerne la transition environnementale, écologique et sociétale. Dans ce monde en mutation que nous vivons, qui est traversé par des guerres terribles, qui en même temps voient l'appauvrissement, voire la disparition des ressources naturelles, dans un monde où finalement il faut être capable de penser autrement les matériaux et l'usage. Quand on sait par exemple eh bien, que le béton est aujourd'hui le matériau le plus polluant de la planète, il est évident que vous serez amené. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas de béton. On continuera à utiliser le béton parce qu'il rend des tas de services. Et cette boue qui, en séchant, devient un mur, a quand même des qualités assez exceptionnelles. Eh bien, il faudra que vous appreniez à être effectivement des acteurs de ce monde qui se construit. Et dans l'école d'architecture de Montpellier, dans la mesure où on a des structures de formation globales qui nous permettent de penser cela, une charte partenariale, etc., je ne vais pas attendre de développer, mais qu'importe, vous verrez dans l'école un jour, eh bien, vous aurez cette appréhension de ce monde en changement, de ce monde que je ne connaîtrai pas, mais vous que vous fabriquerez, qui sera celui dans lequel les hommes doivent finir par être heureux. Et c'est peut-être un doux rêve, mais depuis très longtemps, on pense que le rôle de l'architecte, c'est aussi de produire du bonheur, et pas simplement de construire des mètres carrés. Donc, et la culture pour vivre, pourquoi? Parce qu'une fois que cette idée que vous avez eue de projet a trouvé une expression, eh bien, il faut qu'elle soit vivante. Il y a des architectures qui sont invivables. Je me souviens être dans un hôtel, construit pourtant par un grand collègue. Je suis arrivé, je n'ai pas pu dormir. À 2h du soir, je suis parti, j'ai changé d'hôtel. Pour dire qu'il y a des lieux qui sont invivables. Et je pense que c'est des erreurs de conception gravissimes. Et donc tout ça, vous l'apprendrez dans l'école, vous vous rendrez compte que finalement, eh bien, ce qu'on pourrait appeler une certaine quête de l'esthétique, c'est pas un mot neutre, c'est un mot qu'il faut effectivement se faire nôtre. Et puis donc, pour finir, l'architecte, dernier humaniste, dans la mesure où il possède tous ses savoirs, eh bien normalement, on ne sera pas Vinci, vous ne serez pas Michel-Ange non plus, vous
ne serez pas non plus Le Corbusier, un plus grand architecte du XXe siècle, même s'il n'a pas fait que des choses magnifiques. Eh bien, en tout cas, vous serez effectivement donc cette posture de l'humanisme. L'humanisme, c'est quoi? C'est la possibilité pour l'homme d'être debout, de marcher et de penser par lui-même. Hein, c'est la grande leçon de la Renaissance. C'est celle qui voit émerger une figure nouvelle, qui est celle de l'architecte. Donc ça, c'est ce qu'on maintient et qu'on défendra, et qu'on essaiera d'enseigner. Voilà, donc maintenant, on revient aux éléments plus immédiats dans votre quête. Parcoursup, la chante de Sandrine Vallée, elle maîtrise beaucoup mieux ce système quatrième. Donc, Parcoursup, faire une lettre de motivation, j'espère avoir de bons résultats scolaires. Ici à Montpellier, on considère qu'on n'a pas une section ou une série privilégiée au baccalauréat. Mais on veut en revanche que l'étudiant qui rentre ici, il ait au moins la capacité de montrer qu'il peut être bon quelque part. C'est pour ça qu'on considère que la spécialité que vous avez choisie peut être ce plus qui vous permet de rentrer à l'école. Toutes les spécialités sont acceptées, mais on sait qu'aujourd'hui, un étudiant qui a très bons résultats dans sa spécialité, ça va être des maths, la physique, la danse, oui, n'importe quelle spécialité, à partir du moment où la note est excellente, ça signifie qu'il y a un vrai engagement, que vous avez trouvé ce moment à la formation au lycée qui vous permet d'atteindre cette espèce de degré exceptionnel de plaisir qui est la soif de l'apprentissage. Et en école d'architecture, comme tout se fondera justement sur ce goût pour l'apprentissage, eh bien, on considère qu'une spécialité dans laquelle vous avez une très très bonne note, ça signifie un engagement qui pour nous est important. Donc, le premier élément, c'est cela, le filtre Parcoursup. On ne gère pas tout, c'est l'algorithme, etc. Ensuite, on n'a pas complètement la main là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, pensez-y. Puis deuxième terme, donc 3200 étudiants, 4000, je crois qu'on aura cette année. Donc ensuite, on choisira une centaine d'étudiants qui passeront un oral devant 2 personnes, un architecte, professeur à l'école, plus une deuxième personne, soit architecte, soit prof de sociaux. Les binômes sont multiples. Et donc, un certain nombre d'étudiants, en fait, candidats, passeront un oral de quelques minutes, l'Assemblée vous le dira, devant ce binôme qui, effectivement, évaluera votre capacité à intégrer l'école. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, eh bien, c'est que vous êtes à un moment un peu charnière là, de votre vie. D'une part, parce que pour beaucoup, vous découvrez un peu l'architecture comme ça par la marge, soit par les visites, soit par les contacts, soit parce que vous racontez vos parents, soit par un film merveilleux que vous avez vu au cinéma, etc. Mais il faut maintenant que cette espèce de moment charnière, hein, qui est celui d'une découverte, se transforme véritablement en un horizon de formation. Et ça, c'est la lettre de motivation qui nous permettra d'envisager un peu tout ça. Alors, avant de laisser la parole à Sandrine, et puis peut-être d'ouvrir la voie à quelques questions, je vais vous lire 2 petites lettres, hein, je vous l'ai promis, qui est 2 lettres de motivation. La première, ChatGPT. Madame, Monsieur, élève en classe terminale générale, je souhaiterais réaliser mes études supérieures au sein de votre école d'architecture. Sans doute, il est candidat. Personne discrète et appliquée, j'ai un grand attrait pour le dessin, le design et la réalisation de croquis. J'ai un bon sens esthétique et me repère très bien dans l'espace. De ces aptitudes, j'ai pu déceler un goût pour le monde de l'architecture. On sent que ça vient de l'anglais. Hein. À la suite de nombreuses recherches, de rendez-vous d'orientation et d'un stage, j'ai eu l'occasion de confirmer mon souhait de me diriger vers cette formation diplômante afin de devenir à terme architecte. Vous avez compris qu'on n'a rien appris. Hein. En effet, curieux et motivé, j'ai réalisé un stage d'observation dans le secteur de l'architecture. J'ai ainsi pu voir les architectes résoudre des problèmes d'ordre géographique, réaliser des plans et réfléchir à des solutions concrètes afin de rendre réalisables différents types de construction. C'est dans l'optique de développer ces compétences, et plus encore, que je souhaite intégrer votre formation. Votre école m'intéresse particulièrement et sera, je le crois, déterminante dans mon choix de carrière. J'espère que mon profil saura retenir votre attention, etc. C'est bien, c'est propre, et vous avez compris que c'est une langue générique qui ne raconte pas grand-chose sur la personne, si ce n'est que les qualités qu'elle présente, je pense qu'on les partage tous. Deuxième, je ne vais pas tout lire, parce que c'est un peu long, je ne vais pas tout. Deuxième lettre qui nous est arrivée. Madame, Monsieur, je ne sais pas si Tadao Ando a raison lorsqu'il dit « Être architecte, c'est essayer de construire un rêve. Mais une chose est sûre, l'architecture est pour moi plus qu'un rêve, une véritable passion. Pendant mes années de lycée, j'ai suivi des stages dans des agences d'archi.
car je voulais absolument me doter d'outils techniques et théoriques capables de m'aider à intégrer votre école. Je pense encore avoir mûri dans mon projet de devenir architecte. Ces années de formation, en lycée d'ailleurs, m'ont aussi amené à faire de magnifiques rencontres. Des rencontres avec des grands créateurs, aujourd'hui disparus, et je ne saurais cacher l'émotion qui m'a étreint lorsque je visitais à la Fondation Vuitton la rétrospective consacrée à Charles Perriand. Quelle femme de génie, quelle grandeur dans cette simplicité. De la chaise longue LC4 à la maison du thé d'UNESCO à Paris, j'ai retrouvé tout ce qui me faisait aimer l'architecture, la simplicité d'une forme, la pureté d'un dessin, la subtilité dans le choix d'un matériau, l'élégance d'un détail. Une sorte de conjonction entre la beauté et la technique, entre le design et l'espace architectural. Mes 3 dernières années au lycée furent aussi l'occasion de découvertes fortuites et magnifiques avec des architectes dont j'ignorais jusqu'alors même le nom. Je pourrais citer le Cube Orange de Jacob McFarlane à Lyon, véritable surprise habitable, le Pavillon Noir de Rudy Ricciotti à Aix-en-Provence, où j'ai eu la chance exceptionnelle d'assister à une lecture-démonstration d'Ange Préjocage. Je pourrais aussi citer les subtils assemblages de Patrick Bouchin, les voluptés technologiques de Renzo Piano et tant d'autres lieux, tant d'autres émotions. Chaque fois, je me disais que le métier d'architecte consistait précisément à donner aux autres l'espace esthétique de leurs actions. Mais au-delà de ces exemples d'exception, l'architecture est aussi pour moi un art respectueux des hommes, des territoires et des paysages. Un geste parfois modeste qui s'affirme dans l'écoute de l'autre et qui produit des logements dignes et généreux. Je crois dans les missions sociales de cette discipline et je suis persuadé que l'architecture est aussi un art de l'écoute. L'écoute de l'autre, bien sûr, mais écoute aussi des possibles d'un lieu, des potentialités d'un matériau, des parfums d'un terroir, et même, pourquoi pas, d'un certain désespoir urbain. J'aimerais intégrer votre école, et je sais aussi qu'il me manque énormément d'outils pour parfaitement projeter entre guillemets. Je ne parle pas d'outils graphiques ou numériques, car j'essaie depuis plusieurs années de maîtriser au mieux ces codes. Non, je veux parler de tous ces outils intellectuels, culturels, philosophiques, réglementaires, technologiques, etc., qui me permettent de mieux comprendre l'homme, la vie, la rue, le quartier, les situations, comme disent les géographes que j'ai eu en cours. Voilà, donc je ne vais pas tout vous lire, mais pour dire que c'est un très beau texte. Elle était prise à l'école, hein, qui est passée hier, elle était prise à l'école. Donc c'est ça qu'il faut. Alors c'est vrai que c'est un exercice difficile, c'est vrai que ça nécessite finalement une petite astreinte du côté des livres d'archi. On ne vous demande pas d'être architecte, on vous demande d'être curieux. Hein, quand vous voulez être médecin, vous vous intéressez au corps de l'homme. Quand vous voulez être géographe, vous regardez les paysages. Quand vous voulez être historien, vous lisez, vous savez que Louis XIV est Louis XV. Donc c'est ça qu'on vous demande. C'est effectivement d'avoir cette possibilité. Je ne sais pas si ce qui est dans cette lettre est vrai. Je ne sais pas si cette jeune fille, une jeune fille, avait visité le Pavillon Noir de Préjocage, ou avait vu la Fondation Vuitton. Qu'importe. En tout cas, elle a su saisir ce que c'était. Peut-être qu'une belle vidéo sur Internet, quelques minutes de vision de YouTube ont permis à cette jeune fille de comprendre ce que pouvait être son futur métier. C'est ce qu'on vous demande. Donc, pensez bien que c'est très important. L'aide de motivation plus orale, c'est 70% de la note. C'est-à-dire que vous réussissez cet exercice, vous rentrez dans une école d'architecture ici ou ailleurs. Moi, je préférerais ici avec une lettre pareille, mais c'est vous qui choisirez. Et bien évidemment, donc, vous pouvez aussi postuler dans d'autres écoles où les exigences ne sont pas les mêmes, les conditions de travail ne sont pas les mêmes, mais nous, à l'école de Montpellier, dans cette logique qui est la nôtre d'amener des étudiants au-dessus d'eux-mêmes, au-delà de sa tâche, comme disait Pascal, Blaise Pascal, c'est un vieil homme qui a vécu le XVIe siècle. Donc, être maintenu au-dessus de sa tâche, c'est notre exigence, en se disant, bien sûr, ils savent faire cela, mais demain, ils seront là, et après-demain, ils seront encore plus hauts, et quand ils seront à le marché du travail, ça marchera tout seul pour elles. C'est ça notre ambition, c'est ce que l'on porte. Et maintenant, donc, je vais vous laisser poser quelques questions. J'étais très long, je suis un peu bavard, mais d'un côté, vous avez compris que j'aime cette école, j'y suis revenu il y a 2 ans, il y a très longtemps. Cette école, elle est dans une voie d'amélioration et de perfection qui est très bien. On sait qu'on va vers l'excellence, et on sait que les étudiants que l'on aura, on les amènera dans cette quête de l'excellence. Là, je vais laisser la parole à Sandrine, vous dire quelques mots ou à répondre aux questions. Oui. Donc, si vous avez des questions à poser, soit techniques, vous pouvez les poser dehors, soit un peu générales, vous pouvez les poser maintenant. Moi, je suis à votre disposition, vous l'avez bien compris. Et par ailleurs, je voulais aussi vous signaler, mais on n'a pas d'intérêt financier dans l'opération. C'est que tous les ans, on sort à l'école d'architecture ce qu'on appelle un annuel. L'annuel, c'est une sorte de résumé, comme ça, une sorte de synthèse des
projets intéressants qui se font dans l'école, de la première année à la dernière année, en passant par les césures, par les voyages à l'étranger, les publications, tout ce que l'on fait dans l'école. Et volontairement, on considère que ce document qui circule plutôt au sein de la communauté ici de l'école est utile pour les étudiants qui veulent passer le concours d'entrée, parce qu'ils voient ce qu'est l'école, ces étudiants, enfin ces lycéens. Et par ailleurs, donc, j'ai fait une introduction relativement longue dans laquelle j'ai essayé de raconter ce qu'il fallait avoir en tête lorsqu'on voulait faire des études d'archi. Alors, ce n'est pas une rivière, je ne suis pas dans un apostolat religieux, mais en tout cas, il est évident que ce qu'on a mis là-dedans, c'est un peu pour vous. Et on sait très bien que d'ailleurs, les personnes qui nous l'achètent sont plutôt des futurs candidats à l'école. Certains de ces ouvrages vont à l'extérieur. Ça coûte exactement 10 €. C'est le prix de travail, hein, c'est le prix d'impression, etc. On ne gagne pas d'argent là-dessus. On l'a pensé comme un plus qui nous permettrait de préparer un petit peu ce travail. Ce petit tanuel, courage, il est en vente juste à la sortie de l'amphi, là sur la gauche. Vous verrez qu'il y a une table avec la responsable des éditions, la maison d'édition de l'école, qui se chargera, si vous le souhaitez. Mais j'oblige personne, hein, j'ai pas, vous avez compris, j'ai pas d'intérêt dans l'affaire, je gagne pas d'argent là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est des bons étudiants. Et je veux des gens passionnés, capables de se dire que finalement, 70 heures de boulot par semaine, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez y aller. Vous êtes un peu ennuyé, donc j'ai essayé d'être long, j'ai essayé d'être concret. Et je suis à votre disposition. Et Sandrine, mon chef de la pédagogie de l'école, elle est prête aussi à vous répondre. Oui. Pardon? Il y a plusieurs types de classements. Vous avez vu qu'il y a plusieurs sites qui sont les classements d'école, routes, etc. On les connaît tous, les sites. Les paramètres ne sont pas les mêmes d'une école à l'autre. Moi, il y a 3 paramètres qui m'importent. C'est un, combien de temps mettent les étudiants qui sont diplômés de l'école pour trouver un boulot? Nous, on sait qu'on est à moins de 3 mois. Deuxième point, quel est le niveau de rémunération des architectes en début de carrière? Nous, on sait qu'on est au-dessus des conventions collectives, on est au-dessus de 2002 en première année, une personne qui n'a pas d'expérience. Donc c'est plutôt bon, c'est pas le cas des écoles parisiennes. Et puis, le troisième élément important, c'est comment la pédagogie donc, innerve sur un territoire. Nous, on a la chance d'avoir beaucoup de projets territoriaux, des aides de la métropole, etc., des grandes villes, des départements, de la région. Et on sait très bien que finalement, une école, c'est une école qui, si elle est inscrite dans un territoire, est capable effectivement de positionner comme ça ses étudiants et ensuite ses futurs diplômés partout. Donc le classement, vous avez vu les quatrièmes, cette année, j'ai vu ça comme tout le monde. Donc très bien, je crois qu'il y a 3 ans, j'étais pas là. Et avant, on était encore mieux. Donc ces classements, ils valent ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, moi je sais, mais j'ai rien à vendre. Hein, j'ai 3200 candidats, j'ai rien à vendre. Par conséquent, je sais que mon école est plutôt très bonne, assez performante, et donc, que vous dire, si ce n'est que j'espère avoir les meilleurs étudiants. Mais le classement, c'est important. Bon, je pense que dans un an, on sera premier, si vous voulez, ça vous rassure. Oui. Sandrine va vous répondre. Donc, la question qui m'est posée, je le dis pour le Zoom, la question qui m'est posée, c'est de savoir comment on peut réintégrer une école d'architecture après avoir fait une formation post-bac spécialisée. Plutôt dans le monde de l'archi, par exemple, tout ça, vous avez l'espace ou autre. Donc, on va vous répondre. Premier élément, on sait très bien que d'avoir des boîtes qui préparent les écoles d'archi, je les hais. Parce qu'effectivement, elles déforment l'esprit des candidats en leur donnant l'illusion que parce qu'ils maîtrisent un logiciel 3D, parce qu'ils sont capables de faire une coloration avec une palette graphique sur un plan, sont des architectes. Donc nous, on ne recrute pas de décorateurs et on ne recrute pas d'ensembliers. On recrute des étudiants d'architectes. Donc les boîtes qui préparent au concours, c'est pas une autre. En revanche, des étudiants qui font des études après le bac dans des formations plus spécialisées, certaines écoles sont bonnes, d'autres moins, acquièrent des vraies compétences sur plusieurs années. Par le passé, on avait des sortes de traditions qui faisaient qu'un étudiant qui avait un très bon niveau, après un bachelor, après un bac plus 3, etc., en école privée, pouvait candidater et, suivant son dossier, était recalé sur un niveau de formation entre la première et la deuxième année à peu près. Le parti qui a été pris cette année, peut-être va changer, l'année dernière, c'est que ces étudiants, même s'ils ont fait 3 ans ailleurs, reviennent en première année pour réacquérir les bases de ce qu'est l'école de Montpellier, qui distingue des autres, et à la fin de la première année, on voit où on bascule. Donc, il peut avoir effectivement des unités d'enseignement, comme ça qui n'a pas à passer, il peut avoir une sorte de liberté. Il y a un bruit terrible. Hein. C'est à cause du micro. Ah non, je t'en fais comme ça. Ouais. Il y a...
Donc ces étudiants, effectivement, son cas sera analysé par une commission spécifique. Il y a beaucoup de demandes. Il faut imaginer qu'on a beaucoup de demandes à l'entrée, on a beaucoup de demandes aussi pour des arrivées comme ça par équivalence. Donc on a des commissions de profs, différentes disciplines, qui évaluent tout ça. Donc ça c'est vraiment au cas par cas. Là, vous pouvez demander peut-être à Sandrine, parce qu'elle connaît mieux les commissions. Moi j'y suis, mais je vais vous surveiller. Vous voulez dire un mot? Un mot? Vous dire donc là, dans votre situation, vous candidatez sur une modalité de dossier par validation de là, ce sont deux modalités différentes. Là, vous aurez un dossier classique, n'importe où, mais vous n'aurez pas d'entretien avec la commission de l'enseignement. C'est un petit peu, voilà, de façon d'entrer à l'école sont assez différenciées. Quand vous allez acquérir de l'expérience, vous allez pouvoir valoriser des travaux que vous aurez faits dans le cadre de votre formation ou votre Sachez par ailleurs que les étudiants qui n'arrivent pas, enfin les élèves qui n'arrivent pas à rentrer en première année cette année, vont passer le baccalauréat et donc pourront repasser le concours d'entrée à l'école d'architecture via Parcoursup cette fois-ci l'année prochaine. Et simplement, les notes qui compteront, ce ne seront plus les notes premières et deux premiers trimestres du bac de terminale, mais ce sera les notes jusqu'au bac, je ne dis pas de bêtises. Les notes du bac, uniquement les notes du bac. Donc si vous n'êtes pas pris cette année, ça peut arriver, hein, malheureusement je le sais, donc si vous n'êtes pas pris cette année en école, faites une formation qui vous intéresse, allez faire histoire de l'art, géographie, maths, ce que vous voulez, soyez excellent dans cette formation, vous allez comptera dans votre dossier, mais surtout, ayez un bon bac. Essayez d'avoir des bonnes notes au bac et ça vous poussera dans le haut du tableau des candidats sur Parcoursup. Parce qu'on peut très bien retenter une école d'archi dès l'année suivante. On n'est pas obligé de passer un bachelor, 3 ans à l'extérieur dans une boîte privée. Et sinon, pour ceux qui ne rentrent pas en école d'architecture à Montpellier, sachez qu'il y a d'autres écoles d'architecture publiques en France. Il y a aussi 2 écoles privées en France. Il y a beaucoup d'écoles à l'étranger où il n'y a pas de numerus clausus, en Italie, en Espagne, en Belgique, où vous pouvez vous inscrire. Et puis il y a aussi une antenne à l'école de Montpellier, enfin, à l'île de la Réunion. Vous savez qu'on a 2 lieux, donc Montpellier. Et à l'île de la Réunion, comme ils ont un peu moins de candidats, ils sont moins sélectifs que nous, mais ils sont de plus en plus. Parce que comme ils sont spécialisés en architecture tropicale, c'est-à-dire 60% de la population mondiale, ils ont effectivement les candidats qui viennent de partout. Oui, mademoiselle? Oui, là, Sandra va vous répondre. Donc là, ça s'appelle un transfert et ça s'effectue uniquement à la fin de la 3e année de licence. C'est entre la licence et le master uniquement. Pour l'instant. Oui, mademoiselle? Il y en a une, c'est l'école spéciale à Paris, boulevard Raspail. Les coûts d'inscription sont beaucoup plus élevés que dans le public, vous le savez. Le diplôme est un diplôme d'architecte diplômé d'État depuis les années 30. Donc ça fonctionne. L'autre école privée, l'école de Polytech qui se trouve à Paris, dans le 7e, je crois, là c'est un diplôme plus ou moins européen, qui est en association avec une école londonienne, mais il me semble que l'Angleterre a quitté l'Europe. Oui? Oui? Je ne sais pas. De toute façon, dites-vous bien que je ne vous connais pas, je ne connais aucun candidat, et comme je l'ai dit l'année dernière, je le répète, il n'y a aucun piston à Montpellier. Je reçois des coups de fil de sénateurs, de députés, etc. Je n'ai rien à carrer. Donc les étudiants, je les prends sur leur niveau. Le piston, je ne supporte pas. Donc, d'autres questions? Oui? Non. Il n'y a pas d'obligation de section, il n'y a pas de baccalauréat général qui serait meilleur qu'un autre. Ce qu'il nous faut sont des bons bacs, quelle que soit la discipline, des bons résultats, des bonnes spécialités, et puis une passion pour l'archi. La passion pour l'archi, elle est née en seconde, je ne sais pas quand, et elle apparaît un peu dans les lettres, etc. Non, je ne crois pas qu'il y ait de sélection maintenant. Non, il n'y en a plus aucune. Il y en avait par le passé, c'est vrai, mais à vouloir avoir des étudiants qui étaient tous pareils, on a fini par former des clones, et je ne suis pas tellement favorable.
Oui. Ça, vous voyez. Donc c'est l'école des mines d'Alès. Donc en fait, il y a les étudiants en troisième année, on informe de cette possibilité. Ils suivent donc une mise à niveau sur ces éléments-là. Et à l'issue de cette mise à niveau, ils sont retenus ou pas pour effectivement faire ce cursus-là. Qui date un peu la durée des études, donc on sera amené à faire une première année en Master 1 à Alès, puis vous revenez ici sur Montpellier en Master 1, vous retournez à Alès en Master 2, et vous finissez vos 4 ans ici. C'est un engagement aussi très fort. Dites-vous bien aussi qu'on a une contrainte de durée des études avec le 3-5-8. Donc la licence, vous avez 3 ans pour la faire, vous avez le droit de redoubler qu'une seule fois. Le master, 2 ans, droit de redoubler qu'une seule fois. Donc c'est une vraie contrainte. Par conséquent, on essaie de trouver des dispositifs qui nous permettent aussi d'avoir plus de latitude, parce qu'on sait très très bien que le métier d'architecte, on ne peut pas l'acquérir à 22 ou 25 ans. On est vraiment architecte, je ne sais pas, à 35 ou 40 ans, comme c'était le cas par le passé. Donc on essaie de voir comment réaliser, sachant différemment les études, sachant que de toute façon, eh bien, lorsqu'un étudiant est bien armé, il trouve du travail, il trouve du stage, etc. Et donc des solutions se mettent en place. Mais pour le cas du diplôme d'archi-ingé, à l'école des mines d'Alès, là vous avez effectivement pratiquement 2 années de plus. Et vous avez 2 diplômes d'archi-ingé. Ceux qui partiront en double diplôme en Espagne, eh bien là ils auront peut-être 1 semestre de plus. Oui. Oui. Pour l'instant, ça ne marche pas, mais enfin, les ingénieurs n'arrivent pas à intégrer l'école. Mais nous, nos étudiants en archi intègrent l'école des mines d'Alès et viennent archi-ingé. Les ingénieurs de l'école des mines qui viennent chez nous, en général, se plantent à part un cas. Donc c'est comme ça. Parce qu'on je crois qu'on est meilleurs. D'autres questions? Sinon, je vous laisse visiter l'école, profiter de la visite avec les étudiants, renseignez-vous. Si vous voulez acheter l'annuel, n'hésitez pas. Ça ne remplira pas les caisses de l'école, puis ça ne vous ruinera pas, et ça aidera peut-être vos enfants à réussir, ou les lycéens à réussir. Oui, non, la question, pardon. Des chiffres pour les transferts? Ah non, c'est très variable, ça, d'une école à l'autre, etc. Non, non. Grosso modo, notre population, c'est 100 étudiants par promo, 100 étudiants par promotion, et en fin de cursus, on est encore autour de 100, malgré les départs et les arrivées. Et suivant les domaines d'études, il y a plus ou moins de mouvement. Et ça, dans toutes les écoles d'archi françaises, c'est comme ça. Voilà, écoutez, merci beaucoup, passez une bonne journée.